On a la chance d'avoir Laurence Sienno-Herman, qui est la présidente de l'AFM Téléthon. Et cet éclairage est extrêmement important parce que je pense qu'elle ira aussi dans le sens de ce que disait Gérard Raymond. Mais la vision d'une association qui est en même temps un opérateur est quelque chose qui est tout à fait singulier en France. Et Laurence, vraiment merci d'avoir accepté de nous livrer vos réflexions et les différents points d'amélioration ou de satisfecit que vous pouvez trouver pour faire avancer le système. Merci. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Olivier. Je ne sais pas si c'est une chance pour tout le monde que je sois là, mais en tout cas, pour moi, c'est une chance d'être avec vous aujourd'hui. Et merci pour cette invitation à partager avec vous toutes et vous tous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vais le dire dans un style aussi très direct. Je pense que ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas trop la langue dans ma poche. Et dans ce rôle d'association de patients, en effet, qui est l'AFM Téléthon, hein, puisque nous sommes une association de malades et de parents de malades. Le CA est uniquement composé de gens concernés par la maladie. Alors évidemment, autour de nous, conseil scientifique, comité financier, des salariés, des professionnels. Et on a créé, j'ai envie de dire, un écosystème. On appelle ça la galaxie AFM Téléthon, avec un certain nombre de laboratoires que nous avons nous-mêmes créés, et puis aussi d'autres entités que nous avons créées ou co-créées. En tout, on a créé à peu près 33 organisations depuis le premier Téléthon. Et tout cela sans la générosité du public, eh ben, on ne pourrait pas faire. Donc, ça me permet indirectement de remercier évidemment nos généreux donateurs. Slide suivante. Voilà, ça me permet de partager avec vous. Je crois que j'ai 25 à 30 minutes, Olivier, c'est ça? Je ne vais pas déborder. Il n'y a pas de problème. De partager avec vous notre légitimité en investissement dans la recherche depuis 35 ans. Donc, je ne vais pas parler de l'aide aux malades qu'apporte l'AFM Téléthon, mais plus particulièrement ce qu'on a investi en matière de recherche depuis le premier Téléthon. 1,4 milliard en faisant le calcul à peu près. Je pense que depuis que je dis 1,4 milliard, on est sans doute 1,5 milliard. Et de la recherche jusqu'aux médicaments, dans le développement surtout de thérapies innovantes qui concernent des maladies rares, bien évidemment. Donc si on va, je vais pas tout expliquer, mais tout au début, on finançait seulement, on va dire, à peu près la partie à gauche, hein, la recherche, et puis progressivement, en créant nos labos qui sont plutôt sur l'axe développement. Et puis évidemment aussi, notre volonté étant d'aller jusqu'aux médicaments, on a créé nous-mêmes certaines infrastructures industrielles, hein, Hyposkésie pour ceux qui le savent, avec BPI France à l'époque en 2016. Et puis on a un certain nombre d'accords avec des industriels qui sont évidemment pas tous cités. Donc soit c'est l'AFM directement, ou soit c'est un de ces trois laboratoires, plus particulièrement Généton, CECS Systèmes et l'Institut de myologie. On a créé un fonds d'amorçage aussi avec BPI France qui a permis en effet d'apporter des moyens à certaines des spin-offs que vous voyez là. Donc la vocation en tant qu'association de malades, c'est vraiment d'aller de la recherche jusqu'aux médicaments et donc d'essayer de faire en sorte que, voilà, lever les obstacles qui parfois apparaissent sur ce chemin. Et puis dans les 1,4 milliard, à peu près la moitié sur la thérapie génique. Donc c'est aussi un sujet forcément sur lequel je serai amenée à revenir. Slide suivante. Un article qui était dans The Times, c'était en novembre 2009, quand il y a eu une publication de Patrick Aubourg et Nathalie Cartier, qui se posait la question de, en thérapie génique, pourquoi la France avait justement ce leadership. On était en 2009. Et nous, très légitimement, on se disait qu'avec le leadership en thérapie génique dans la recherche, eh ben, on aurait aussi un leadership dans le développement de médicaments et dans la mise à disposition de ces médicaments en France. Mais ça s'est arrêté. On n'a pas ce leadership. Slide suivante, sur le médicament. Et quand on voit, on s'est livré un peu à l'exercice, donc je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de produits de thérapie génique qui aujourd'hui
sont sur le marché. Si on regarde, et on en parlait avec quelques-uns tout à l'heure, notamment ce qui est cellules CAR-T, quelque part, c'est ni plus ni moins quand même inspiré de la thérapie génique ex vivo qui initialement a été, vous savez qu'on a ce grand pionnier en France qui est Alain Fischer. Et puis, il y en a d'autres. Hein, la majorité, on peut dire, des produits de thérapie génique sur le marché s'appuient soit directement ou indirectement sur des recherches françaises. Et donc, Taillot, c'est formidable. Mais, slide suivante, on est donc bien champion de la recherche en thérapie innovante pour des maladies rares, mais on est absente du podium des médicaments, c'est clair, et surtout des médicaments innovants. Une indépendance sanitaire fragile, je pense qu'on l'a tous constaté. Et puis très récemment, c'est une chose que je n'évoquais pas il y a 2 ans encore ou 3 ans, mais depuis cette dernière année ou ces 2 dernières années, on peut le dire malheureusement, des patients français exclus de thérapie qui sont nés dans leur pays. Je citerai, si je peux me permettre de citer, parce que c'est un choix de l'entreprise évidemment, mais Bluebird Bio par exemple, et donc le fait que Bluebird Bio, l'année dernière, c'était à peu près cette époque-là, ait choisi d'arrêter, d'abandonner son AMM pour un médicament de thérapie génique qui est quand même issu d'une recherche française, le Skyzona, une thérapie génique dans l'adrénoleucodystrophie. Donc voilà, il s'avère que c'est quand même ce qui se passe. Et là, c'est la représentante de patients qui parle et qui dit que ça semble vraiment complètement inacceptable. C'est pas ça semble, c'est inacceptable. Après, évidemment, à cause de toutes les problématiques que vous avez aussi évoquées depuis tout à l'heure. Mais c'est une réalité qui nous consterne, qui nous afflige, en tout cas pour l'AFM Téléthon, on a dénoncé cette année 2022 lors de la Journée internationale des maladies rares. Au mois de février, on dénonçait cela quelques jours avant que ne se passent les événements évidemment en Ukraine. Vous vous doutez bien que ce n'était pas plus que cela repris. J'ai aussi écrit au ministre de la Santé au mois de novembre l'année dernière, quand nous avons appris que ce médicament était abandonné, enfin que Bluebird Bio, pour des raisons qui concernent évidemment Bluebird Bio, et ça je ne suis pas, mais que ce choix avait été fait d'abandonner l'Europe et de se concentrer sur le seul marché américain. C'est vrai que c'était en novembre et que je ne l'ai pas eu, c'était l'année dernière, donc je n'ai pas eu de réponse à cela, mais nous nous indignons parce que c'est vraiment inacceptable. Slide suivante. Alors, slide suivante, voilà. On s'est livré à l'exercice d'essayer de voir un peu quels sont les goulets d'étranglement qui font que, parce que quand on met recherche, développement, industrialisation, vous êtes bien placé pour le savoir, tout cela n'est pas un long fleuve tranquille, le développement du médicament. Et donc, slide suivante, à peu près 3 goulets d'étranglement. Ils ne sont peut-être pas exhaustifs, mais c'est quand même important de le souligner. Quand j'ai dit que j'étais un peu cash et que je dis les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les vit aussi de l'intérieur, si on va de l'amont vers l'aval. Une faiblesse de la valorisation de notre recherche dans un écosystème figé, avec une organisation, je pense l'avoir partagé parfois quand on était auditionné, une organisation, ça a été évoqué tout à l'heure, de la recherche publique en millefeuille, en silo, administratif, une culture de chapelle. C'est une réalité. Je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure, lorsqu'il y a sur 6 copropriétaires sur, sur un candidat médicament, sur une technologie ou que sais-je, et que évidemment un industriel se penche sur le berceau de cette innovation et qu'il voit qu'il y a 5 copropriétaires publics français, même si on parle d'interlocuteur unique, taratata, c'est toujours pas la réalité. Donc là, il commence à se dire, oups, le temps qu'ils se mettent tous d'accord, ça peut parfois prendre, en effet, Arnaud le disait tout à l'heure, ça peut dans le meilleur des cas prendre quelques semaines, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, il y a des spécialistes du BD dans la salle et donc ils savent de quoi je parle. Et ça, c'est quand même déjà un premier vrai problème. Donc, si on pouvait simplifier cette organisation de la recherche française et favoriser le transfert public-privé, je pense que je prêche des convaincus.
avec en plus une multiplicité d'acteurs de valorisation académique. Encore une fois, le côté interlocuteur unique, non. Parce que même s'il est tout seul, après, il faut en effet, dans DocuSign, que tout le monde resigne et tout le monde reprend un certain temps. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un vrai problème. Et quand, dans le milieu de tout ça, il y a un acteur tel que l'AFM Téléthon ou ses laboratoires, donc qui sont des organisations privées à but non lucratif, mais qui ont une politique de valorisation. Donc, ça fait un troisième type d'acteur. Ce n'est pas que le public et le privé, mais il y a le privé non lucratif dans le milieu et qu'on n'a jamais vu un acteur comme ça. Là, ça recomplexifie. Et puis, ce qui nous semble important, c'est aussi de pouvoir mesurer la performance en termes de succès, en termes de succès de transfert et d'industrialisation. Ce serait bien aussi d'arriver un peu à cette culture-là. Ça peut vous paraître un peu paradoxal pour une association de malades de le dire, mais c'est important. Slide suivante. En goulet d'étranglement aussi. Le développement de l'innovation qui est limité par le déficit, la fragilité des structures entrepreneuriales. Peut-être manque de culture entrepreneuriale ou surtout, alors ici, c'est pas top de le dire parce que vous êtes pour beaucoup des entrepreneurs. Ceci étant, peut-être un défaut de paramétrage du business model de la start-up et de ses compétences et expertises. Ça veut dire quoi aussi? C'est que pour beaucoup d'entre vous, le top management des startups, je pense que vous passez énormément de temps en permanence à aller rechercher de l'argent, etc., etc. Et dans d'autres pays, c'est un tout petit peu différent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que paramétrer un peu différemment, ça pourrait peut-être, mais c'est un peu le cercle vicieux parce que vous êtes en permanence obligé aussi d'aller chercher. Donc, c'est un peu ce cercle vicieux. Et puis, multiplicité des guichets de labellisation et de financement nationaux et territoriaux. Alors, comment on peut limiter le nombre de guichets, mieux les articuler? On a entendu parler d'une AIS qui allait se mettre en place. On a même entendu parler d'une présidente qui allait arriver, voilà, et on ne sait pas ce qu'il en est, mais si l'AIS existe, se met vraiment en place, Agence Innovation en Santé, si elle se met vraiment en place, alors il faut vraiment qu'elle soit dotée de moyens, de vrais moyens. Il faut qu'elle soit dotée de compétences pour être efficace et pour évidemment aider les biotech, toutes les entreprises aussi que vous représentez. Il ne faut pas que ce soit un machin de plus. Nous avions été auditionnés à l'époque et toujours dans ce franc-parler en disant AIS. Alors à l'époque, juste avant, il y avait eu l'Alliance France Bioproduction, il y avait enfin tout état de machins qui se mettent en place. Excusez-moi pour le terme machin, mais et là on a dit si c'en est un de plus et si on ne retire pas en dessous ce qu'il y a et si c'est vraiment, alors là ça va encore nous recomplexifier. Donc je ne sais pas, on va voir ce qui va sortir. Je sais que peut-être la présidente ou la directrice était invitée. Je ne sais pas si nous aurons la surprise. Olivier, bon, très bien. En tout cas, sinon, je dirais la même chose. Voilà, slide suivante. Troisième goulet d'étranglement. Alors, des investissements insuffisants, inadaptés aux spécificités, au développement coûteux des innovations, notamment en thérapie innovante pour les maladies rares. Je ne crois pas que vous pensiez ou disiez le contraire. Il faut avoir des poches quand même un peu plus profondes, surtout en santé. Ça, c'est clair. Dans un rêve, on se disait plusieurs centaines de millions d'euros, mais surtout, en effet, investissement en santé de taille significative et avec un peu une culture du risque. Alors, je suis allée loin en disant qu'il peut y avoir trop peu de sociétés de capital risque spécialisées, parce que quand on regarde, il n'y en a pas tant que ça. Certaines privilégiant parfois le retour sur investissement prématuré, l'entre-soi dans un petit système un peu franco-français ou même européen, et puis une culture du risque qui est un peu différente d'autres pays. Alors c'est vrai, je ne vais pas dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles l'herbe en France est très verte, mais quand même c'est une réalité. Alors au-delà de ces trois goulets d'étranglement, il y a aussi, slide suivante, voilà, il y a aussi un certain nombre de défis qu'il faut relever pour essayer de revenir dans la compétition. Là, c'est pour l'instant, c'est essayer de fluidifier. Et là, si on veut revenir dans la compétition, si on veut être sur le podium, pas seulement sur le podium en termes de recherche, mais sur le podium aussi à l'arrivée, quatre défis, surtout avec des éléments de contexte, notamment le quatrième avec la crise hospitalière,
4 défis à relever. Slide suivante. Donc, réinvestir dans la recherche et l'innovation en santé. J'ai mis quelques chiffres sur la part du PIB pour la recherche, qui est évidemment insuffisante quand on se compare aussi à d'autres pays. Donc, restimuler l'innovation en santé, accroître le financement, peut-être parce qu'on est beaucoup sur du financement un peu très large, financement blanc, etc. Pas mal d'avoir du financement sur objectif, ce serait bien. Limiter le saupoudrage et les acquis définitifs, parce qu'on en connaît quand même quelques-uns, au profit d'une sélectivité un peu accrue et d'une exigence de résultats. Donc, ce serait bien, plutôt que d'être dans du blanc et parfois des rentes à vie, voilà, être un peu plus sur de la sélectivité et une exigence de résultats. Deuxième grand défi, slide suivante. Alors là, forcément, j'ai mis thérapie génique, parce que des thérapies géniques, alors c'est faire de la France un leader mondial des thérapies géniques. Alors, ce n'est pas seulement juste le transfert de gènes, mais aussi tout ce qui est évidemment ARN, chirurgie du gène, chirurgie de l'ARN, etc. Donc, il y a des obstacles technologiques, on le sait. Il y a besoin d'améliorer, alors si on est sur de la thérapie transfert de gènes, d'améliorer des rendements de production, ça c'est, et on peut même, malgré les milliards qui sont mis, y compris par des industriels de par le monde dans le domaine, de l'amélioration des rendements de production. On sait que c'est encore un défi pour tous, parce que là, il y a vraiment un truc, il y a un saut technologique aussi à faire, même avec les milliards, et ce n'est pas en construisant des tas d'usines et en augmentant le nombre de suites de production qu'on va y arriver, même si on peut les mettre sous forme d'immeubles. Donc, il y a un vrai challenge, et ça, il faut vraiment. Et puis une compétition qui prend de l'ampleur et qui risque de reléguer la France aux dernières places. Donc, comment on peut mettre en place un vrai accélérateur pour la mise au point, pour le développement, pour l'industrialisation de la production des thérapies géniques. On espère que, voilà, autour de, pourquoi pas, un cluster ambitieux. Pour notre part, on a, notamment avec d'autres cofondateurs, déposé un projet pour un cluster ambitieux qui doit nous permettre, en effet, de faire sauter un certain nombre de ces goulets d'étranglement. Troisième défi, slide suivante. Il y en a 4. Construire un modèle économique et de financement. Alors, des prix qui sont déconnectés des coûts. Avec le nombre de malades à traiter dans les prochaines années, on voit bien que ces prix menacent, on en a pas mal parlé parfois, la soutenabilité des systèmes de santé. On n'a pas encore de modèle de fixation de prix quand on parle de thérapie génique, un traitement à prix unique. Donc là, déjà le one-shot, on voit bien que c'est pas, je pense que vous le savez tous, vous l'avez constaté. Le one-shot, il n'y a pas encore de modèle en termes de fixation de prix. Et puis, il y a, comme ça a été aussi évoqué, des incertitudes sur les effets du one-shot sur de longues périodes, sur des années, parce qu'au moment de la négociation, on n'a pas assez de recul. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, dans le modèle économique et de financement, à date, il y a une faible industrialisation. Ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, il manque d'indépendance sanitaire. Donc, des propositions. Réformer les mécanismes de rémunération des produits innovants pour des maladies rares, fixer les prix en intégrant une plus grande prise en compte des coûts de R&D et de production, ça c'est clair. Alors je parle des thérapies géniques, là c'est clair qu'il y a une vraie problématique quand le coût en matière de R&D et de production pour traiter une dizaine de patients, c'est des coûts qui sont énormes. Là il y a un vrai problème. Et puis adapter la rémunération au fur et à mesure de l'acquisition de données nouvelles, notamment de vie réelle, mais vous allez voir, ça rejoint le dernier défi, et favoriser dans la rémunération des traitements ceux qui ont été développés et qui sont principalement produits en France. Ce serait bien aussi qu'il y ait un avantage, en tout cas dans cette réforme de la construction du prix du médicament, qu'on puisse aussi favoriser ceux qui ont été développés et qui sont principalement produits en France, si on veut avoir des mesures un peu incitatives pour notre indépendance sanitaire. Et puis, dernier défi, quatrième défi, slide suivante, c'est avec la crise hospitalière que l'on connaît et la nécessité d'adapter les parcours de soins pour assurer l'accès aux traitements innovants. On voit bien qu'il y a des difficultés hospitalières majeures.
qui peuvent retarder le développement et l'accès aux traitements innovants. Il y a l'absence d'une organisation et de moyens permettant d'acquérir de façon efficiente des données en vie réelle. Stanislas, on a beaucoup parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente de l'importance en effet des bases de données en général, mais il y a aussi ces données en vie réelle qui sont indispensables pour les médicaments innovants. Et là, attention, elles vont être colligées ou forcément à l'hôpital, et avec un hôpital qui est en crise, donc ça c'est aussi une problématique. Et puis on a, avec notamment ces thérapies très innovantes, le bouleversement de l'histoire naturelle des maladies, enfin surtout aussi de l'accompagnement des malades, et nécessaire d'inventer de nouvelles pratiques cliniques et d'accompagnement des malades. Dans certaines thérapeutiques, les enfants mouraient très jeunes, ils ne meurent plus. Parfois, s'ils sont traités trop tard après la naissance, eh ben, ils vont vivre mais vont être en situation de handicap. Et comment, voilà, c'est une nouvelle histoire de la maladie, et tout ça dans un contexte de crise hospitalière qu'on ne peut pas négliger. Donc, quelques propositions. Et donc, adapter dès les phases d'accès précoce les mécanismes habituels de financement afin de moduler rapidement les moyens hospitaliers en fonction des charges spécifiques liées à l'arrivée de chaque traitement innovant. Financer la collecte de données en vie réelle et l'intégrer dans les outils de pratique courante pour le bénéfice des professionnels et des entreprises. Et puis là aussi, accompagner, parce que c'est une vraie révolution quand même, et accompagner les professionnels pour gérer les évolutions culturelles, réglementaires, organisationnelles, et puis bien sûr innover en termes de parcours de santé des malades avec cet hôpital en crise. Et de toute façon, parce que tout est aussi un peu bouleversé avec ces médecines innovantes, y compris pour les maladies rares, il y a aussi à innover en matière de parcours de santé entre l'hôpital et la ville. Et enfin, dernière slide. Aurais-je consommé tout mon temps? Oui, peut-être l'ai-je dépassé d'ailleurs. L'État, la conclusion, elle est celle-ci. Donc, l'État doit impulser le développement de filières françaises fortes de recherche, de développement d'industrialisation de produits innovants pour les maladies rares, en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs de la chaîne du développement du médicament, et notamment les entreprises émergentes, innovantes de santé. Je pense que je prêche des convaincus. Il y a un point, le dernier, qui n'a pas été évoqué dans la précédente table ronde, si ça a été évoqué une fois, mais avec l'histoire de Guillaume Cano et Stanislas Yonnet en parlait avec, sur ce côté assez atypique, extraordinaire. Je ne pense pas qu'on ait ça très souvent avec deux patients, puis après on regarde les bases de données, et en fait il y en a 17 à Necker, mais c'est génial. Non, parce que ce qu'il y a bien souvent aussi, c'est beaucoup de malades et de maladies surtout ultra rares dans les maladies rares. On ne va pas se voiler la face. Souvent, on dit qu'il y a à peu près 85% des maladies rares qui sont des ultra rares. Donc, on voit bien que sur celles qui sont moins rares, il y a eu des premiers médicaments. Mais attention, il y a toutes les ultra rares derrière qui n'ont pas vraiment de modèle commercial. Enfin, quand il y en a 4, 5 par pays, c'est quoi le modèle commercial derrière? Et encore 4, 5. Et donc, on doit inventer, c'est clair, pour ces maladies-là, pour que ça ne bloque pas le développement. C'est même pas, on a même du mal à aller jusqu'à l'essai, parce qu'on dit, bah oui, on peut trouver des financements jusqu'à l'essai, mais on a même du mal à aller jusqu'à l'essai, alors que parfois, il y a suffisamment de rationnel scientifique thérapeutique qui fait la démonstration que ça doit pouvoir marcher. Et là, on n'a même pas les moyens pour aller jusqu'à l'essai. Et alors, la détresse, n'en parlons pas. Donc, la transformation d'une innovation scientifique en traitement pour les patients ne doit pas continuer de dépendre avant tout d'une perspective de forte rentabilité financière ou boursière. Pourquoi cela aussi? C'est parce qu'il n'y a pas très très longtemps, dans le cadre de France 2030 et des moyens importants qui ont été mis sur la table, et Muriel Dalland en parlait tout à l'heure, j'ai posé la question au SGPI parce qu'on a un certain nombre de candidats médicaments en disant, mais si on les spin-off, ces candidats médicaments, si on les met dans une spin-off, mais on sait que chacun des candidats médicaments, en termes de rentabilité, en fait, il s'avère qu'à chaque fois, c'est sur des maladies ultra rares. Donc, mais on doit peut-être on doit candidater à telle ou telle ligne.
Et là, la réponse, elle a fusé sur s'il n'y a pas de rentabilité derrière, il n'y aura pas de moyens. Voilà. Dans le cadre de France 2030, en tout cas, sur les moyens qui ont été mis, c'est à chaque fois en espérant quand même qu'il y ait une rentabilité. Donc, c'est un peu le cercle vicieux aussi, c'est-à-dire s'il y a une rentabilité, il va falloir un prix qui serait dans des thérapies innovantes, quel va être ce prix. Donc, c'est un peu ce cercle vicieux qu'on ne souhaite pas en tant que représentant des malades et des familles. C'est vraiment de se dire, il faut créer un modèle qui va nous permettre de développer, de mettre à disposition des médicaments innovants, y compris pour des maladies ultra rares, sans modèle commercial. Ce sera le mot de ma fin. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Laurence. C'était... Laurence, si je peux me permettre, il y a très certainement des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser... Il y a Jean qui a envie de poser une question. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est la convergence de vues avec, bien entendu, la présentation de Gérard tout à l'heure, mais également, Gérard Raymond, je précise, mais également les entrepreneurs, mais également les instituts de recherche avec Stanislas Lyonnais, avec Marc Ménadier. Il y a une vraie réflexion, il y a une vraie, comment dire, il y a un rapprochement de points de vue, c'est très partagé. Et pourquoi, encore une fois, pourquoi on n'y arrive pas? Alors, on sait que le système français est un système extrêmement cloisonné, avec des chapelles, des dogmes. C'est un système très religieux. Mais quelque part, il faut qu'on le dépasse. On est en ce moment, on est relégué sur le plan des thérapies géniques dans les pays secondaires, voire tertiaires maintenant, sur le plan des investissements et tout ça. Comment on fait pour rattraper le retard, si c'est rattrapable? Parce que quand on voit Hyposkésie, on peut se poser aussi la question de savoir quelle est la volonté politique pour mettre de l'argent pour défendre une entreprise française comme Hyposkésie. On n'a pas trouvé. Voilà. Le process a été mis en place comme il se met toujours en place quand on fait une ouverture au capital pour essayer de trouver un industriel, parce que c'était aussi très important d'avoir cette vision-là qui puisse nous permettre d'aller plus loin, plus longtemps avec des investissements plus importants. Parce que sur un Hyposkésie, quand on y mettait 80 millions d'euros, ailleurs aux États-Unis, ils mettaient un zéro de plus. Donc on est extrêmement petit, quoi. Donc pour aller plus loin, plus fort, et de façon plus dynamique, c'est en effet, on ouvre et donc quels sont les partenaires qui veulent bien en être. Et voilà, les partenaires français qui voulaient bien en être, donc il y en avait zéro en termes d'industriels, ça c'est très clair, et puis européens également. Donc c'était important de poursuivre l'aventure parce qu'évidemment, l'industrialisation des médicaments de thérapie génique, c'est incontournable. Ça, on ne va pas s'arrêter en chemin. Et pour nous, le tout, c'est que l'aventure continue. On est mieux que l'aventure, on préfère que l'aventure continue avec la France et l'Europe. Si elle ne peut pas continuer avec la France et l'Europe, en tant qu'association de malades, ce qu'on veut, c'est que les médicaments, ils arrivent jusqu'au bout. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Il y aura des limites. Pas les laisser dans les tiroirs. Et c'est Hyposkésie, et c'est d'autres candidats médicaments aussi, pour lesquels on se dit, s'il n'y a pas de partenaires français ou européens, qu'est-ce qu'on fait? On met dans les tiroirs ou on continue l'aventure? On continue l'aventure du développement du médicament. On a la mort aux trousses et on a les familles avec nous à nos côtés. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un membre de 007 qui veut prendre la parole? Ah, Laurence. Merci Olivier. J'anticipe peut-être un peu la table ronde suivante. Je suis Laurence Indrener, je suis responsable de l'accès au marché chez Gensight et anciennement chez Bluebird Bio. J'avais une question parce que on partage énormément votre constat. La question, c'est sur votre liste de propositions, à qui pensez-vous qu'il faut que vous vous adressiez et qu'on s'adresse tous pour faire avancer les choses? Alors, cette liste de propositions, peut-être même quand l'État, au copilote qui préparait le CSIS, je pense qu'en l'État,
Muriel a dû y retrouver beaucoup de constats, beaucoup de propositions que nous avons pu faire. Voilà. Lorsqu'on a été auditionné, notamment par Grégory Emery dans la perspective de l'AIS, je pense que, sous le contrôle de Christophe, mon cher collaborateur, je pense que il y a 80-90%. Alors depuis, on a enrichi, mais voilà. Et on me dit, ah oui, ma petite dame, c'est bien, oui, c'est vrai, on est d'accord. Non, c'est pas ce que vous m'avez dit, Muriel. Mais voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on présente, dès qu'on fait le roadshow auprès des décideurs, on nous dit que, bah oui, mais c'est parce que ça fait 3 fois que je parle de Muriel, donc peut-être qu'elles se sont un peu visées. Non, donc bien sûr, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre en compte dans les propositions de la FM Téléthon, et on a essayé d'aller le plus loin possible, mais de fait, c'est ce qu'on discutait avec Christophe à l'instant, le modèle maladie est très très rare. On le traite comme toutes les autres pathologies et comme tous les autres modèles de médicaments. Il est peut-être temps de se dire, alors il y a peut-être un moyen de trouver une voie commune à plusieurs médicaments si c'est une voie thérapeutique qui permet d'ouvrir des perspectives. C'est ce qu'on voit dans certaines pathologies cancéreuses quand on a des cibles particulières et qu'on arrive à les appliquer à d'autres médicaments, même si c'est difficile de dire que MSI, il faut partir de l'instabilité microsatellitaire pour aller vers le médicament qui de fait s'adresse à une pathologie extrêmement rare, mais on peut dérouler un fil. Là, on parle de pathologies où vraiment on a des patients isolés avec des modalités, enfin des mécanismes physiologiques et des modalités thérapeutiques qui sont quand même très, très isolés. Donc, est-ce qu'il ne faut pas finalement se dire que il faut le sortir de l'ONDAM, il faut le sortir du modèle général et d'écrire et construire un modèle propre. Et ce que je disais à Christophe, c'est que dans le cadre du CSIS, on a proposé, mais comme vous voyez, on parle de beaucoup de choses. On a fait des présentations interminables, etc. Mais on ne peut pas à chaque fois décrire tous les détails de ce qu'on a proposé. Mais depuis même quand j'étais à l'Institut national du cancer, on avait commencé à décrire un modèle qu'on a appelé Axivir d'études qui identifie des produits qui soit ont une ASMR5 ou un SMR insuffisant par manque de données. Et donc, dès lors, ça veut dire pour l'industriel, c'est marché zéro. Pour le patient, ça veut dire pas d'accès à un produit qui peut potentiellement le sauver. Et donc, tout le monde est dans l'impasse. Donc, tout le monde est perdant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un modèle où on partage le risque, le développement, la connaissance, le recueil de données, et chacun met au pot en fait. Le labo, on regarde combien coûte son développement et on ne fait plus le modèle à la performance. On part plus de la SMR, mais on part basiquement combien coûte le développement, combien coûte l'usine, combien coûtent les produits. Puis on ajoute éventuellement les pertes liées à des échecs. Voilà. Et on dit, voilà, on paye ce produit à tel prix le temps qu'on arrive à en faire un produit qui rentre dans le marché général. Mais on sort de l'ONDAM, mais on sort de... Voilà, c'est peut-être une voie. Je dessine ça comme ça. On l'a évoqué dans le CSIS, mais on n'a pas pu aller très loin parce qu'il y avait trop de mesures, bien sûr. En tout cas, pour les ultra rares, il y a un vrai sujet. Ça peut être aussi des molécules chimiques plus traditionnelles et c'est exacerbé évidemment pour la thérapie génique. Je voudrais juste ajouter le fait qu'aux États-Unis, parce que ça rebondit aussi sur ce que disait Gérard tout à l'heure, Gérard Raymond, en disant peut-être que la bonne échelle aussi, y compris pour nos maladies et les maladies rares, c'est l'échelle européenne. C'est justement le développement de candidats médicaments pour des maladies rares
avec de la thérapie génique. Alors, il ne faut pas se voiler la face, si les Américains ont créé ça, c'est aussi en mettant dans le consortium tous ceux qui vont permettre de faire en sorte que ça reste sur le territoire américain jusqu'à l'industrialisation. Généton est la seule organisation européenne à être dans BISPOC. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on ne peut pas mettre en place un BISPOC, même si on ne le limite pas seulement aux thérapies géniques. En Europe, il faudrait le mettre en place pour les ultra rares. Sauf que là, avons-nous un NIH européen? Non. Alors, en France, évidemment, nos grands organismes de recherche vont dire. Mais donc, voilà, on devrait. Mais le temps, je sais que ça se discute. Il y a des groupes de travail, machin, qui se mettent en place, qui se disent pourquoi pas. Bon, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, ce sera en place. Bah, sauf que pendant ce temps-là, encore une fois, on aura perdu la bataille parce qu'il y a des candidats à médicaments, y compris chez nous sur notre territoire, qui sans doute vont pouvoir bénéficier du BISPOC américain et donc forcément vont passer là-bas et aller rester là-bas jusqu'au bout, quoi. Arnaud, oui, non, j'avais simplement une petite idée. Si j'avais 30 ans de moins, je pense que je me lancerais. Donc, avis aux jeunes qui sont dans cette salle. On a réussi à trouver 1 milliard d'euros en 24 heures pour refaire le toit de Notre-Dame. Et ce n'est que la France. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne serait pas capable de monter un établissement pharmaceutique européen sur la base d'un charity business pour développer justement ces médicaments qui n'ont pas de potentiel économique viable et qui pourraient être supportés par justement le charity business. Je sais qu'il faudrait mobiliser énormément de gens. Vous le faites chaque année. Je pense que la volonté européenne serait présente. À partir du moment où on aurait un projet qui tiendrait la route, je pense que l'EMA se joindrait aussi à cet effort. Et je vais même plus loin. Je suis même persuadé que les laboratoires pharmaceutiques feraient du pro bono au niveau réglementaire, au niveau juridique, au niveau patent, etc., pour aider cette structure. Voilà, c'était simplement une petite idée, mais je suis désolé, j'ai 30 ans de trop. Non, mais c'est bien d'avoir des idées, mais en tout cas, la problématique est là, et on est source tous de propositions, je n'en doute pas. Laurence, encore merci. Merci. Tu voulais poser une question? Non, c'est à titre diagnostic. En fait, tout à l'heure, ça fait plusieurs fois qu'on entend un problème de relais politique des recommandations du CSIS. Donc, en fait, dans ma tête, j'en parlais avec Jean-François, je me disais, mais comment ça fonctionne, si tu veux, en gros? Le CSIS, c'est un truc sous l'autorité du Premier ministre, dont on peut penser qu'après qu'on a fait des recommandations, il va convoquer le ministre de la Recherche, machin et tout, en lui disant, mec, tu te mets au boulot, ou madame, tu te mets au boulot, et tu y vas, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, vous qui connaissez bien ça, toi en particulier, tu dois bien connaître, qu'est-ce qui se passe qui fait que le relais passe pas? Bon, alors j'imagine qu'aujourd'hui, dans un contexte budgétaire hyper concurrentiel sur des dépenses en santé, en les flics, etc., c'est pas facile à organiser, mais voilà, je voulais juste te demander, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces mécanismes d'articulation, finalement, qui débouchent sur des petits trucs, hein, à chaque fois, mais pas sur des choses massives, comme disait Laurence. Voilà. J'ai une explication, elle est peut-être un peu polémique. C'est que je me suis aperçu d'une chose pendant la crise de la Covid, c'est qu'on avait affaire à des interlocuteurs qui fonctionnaient par dogme et par cathédrale à l'intérieur du ministère de la Santé, qui ont convoqué des entreprises 8 fois pour avoir du curare par la NSM, par la DGS, par la DGOS, par machin, par truc, par bidule, 8 fois la même entreprise. Hein. Je ne cite pas de nom, mais le cas est vérifié et ce n'est pas le seul cas, qui ont été débordés par une situation parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Ils n'ont aucune curiosité à savoir comment les choses fonctionnent sur le terrain. Ils restent dans une logique qui est une logique comptable ou une logique organisationnelle, mais la connaissance du terrain, la vraie connaissance du terrain, il n'y a pas de curiosité pour le faire. On le voit ici, il n'y a pas de curiosité sur le plan institutionnel. Ça n'intéresse personne, ça intéresse le politique, mais ça n'intéresse pas fondamentalement ceux qui sont à la charge de trouver des organisations, des fonctionnements et des financements. Et donc, cette perte en ligne, à mon avis,
a expliqué déjà une chose, c'est qu'à un moment, ils ont passé la main pendant la crise de la Covid, parce qu'il fallait faire des dérogations à tout, parce qu'autrement le système sautait. Et la deuxième chose, c'est qu'on reprend la main ensuite, parce qu'on est habitué à travailler comme ça, et c'est pour ça que la fenêtre de tir se referme. Et je crois que fondamentalement, le manque d'intérêt de l'administration centrale et d'un certain nombre de décideurs à se poser des questions qui sont des questions qui dépassent son pur cadre de travail explique pour une bonne part, et ce manque de curiosité, le fait qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la société, qui sont à côté de la société. Hein, non, c'est même pas ça. C'est qu'ils ont une grille d'analyse une grille d'analyse qui reste une grille d'analyse extrêmement scolastique. On discute avec la DGS, c'est comme ça. On discute avec la DGOS, c'est comme ça. On discute avec la DSS, c'est comme ça. On discute avec les agences, c'est autrement. Et on a 23 structures qui tournent. Ben, si, je prends l'exemple de la crise de la Covid. Ben, je peux dire que c'est... Eh ben oui, mais ça ne soutient pas. Ça ne soutient pas. Ça ne soutient pas. Ça soutient pas. On le sait très bien. Le passage entre le politique et l'administratif est un passage qui est extrêmement, éminemment compliqué. Oui, non, mais tu as raison. J'ai pas d'autre explication que celle-là. Sauf que dans les faits, il suffit de demander à Laurence ou à d'autres, ou aux industriels, quand tu vas sur une problématique d'urgence pour essayer de travailler et d'avoir une solution, tu ne trouves pas les gens qui sont dans une recherche de solution. On est plutôt dans une recherche de « Ah oui, on peut éventuellement travailler là-dessus, tel point et tel autre, mais ces points ne sont pas congruents. » Donc on n'a pas une volonté politique qui va s'incarner dans ceux qui sont chargés de mettre en place sa politique, qui fonctionne encore une fois par silo. Et ça, à mon avis, moi, après 20 ans de métier, c'est ce qui me pose le plus de problèmes, c'est de ne pas trouver une vraie, comment dire, d'abord une curiosité des structures de gouvernance qui soient à la hauteur. Il y a des gens fabuleux, hein. Je ne dis pas le contraire, il y a des gens absolument merveilleux dans l'administration et chez les décideurs, mais il n'y a pas cet esprit d'ouverture, ce qu'on appelle aux États-Unis, par exemple, l'entreprise friendly. Une entreprise, c'est forcément un délinquant potentiel. Bon, ça commence à bouger un peu, mais ça reste quand même un médecin, c'est fondamentalement un consommateur de soins ou un consommateur de budget de la sécurité sociale. On n'arrive pas à construire, à faire de la co-construction, parce qu'on reste à chaque fois dans des logiques qui sont des logiques séparées. Et donc, la problématique pour moi, qui m'a posé une question personnelle, c'est ça, c'est qu'on ne trouve pas cet esprit de vouloir travailler à la résolution d'un problème. On est dans ma partie, je peux apporter ça, mais c'est tributaire de ça, et mais c'est tributaire de ça, mais c'est tributaire de ça, et si vous n'avez pas vu le règlement machin, ça ne va pas, et quand ça ne va pas, c'est au niveau de l'Europe qu'on nous renvoie, et ainsi de suite. On peut faire, je crois que c'est Astérix, c'est le domaine des dieux, c'est exactement ça, quoi. Ou les travaux d'Hercule. Mais c'est une vraie parabole de ce qui se passe. Et ça, on se retrouve toujours avec ça. Enfin, bon, c'est un avis personnel. Alors, il y a Laurence, il y a Muriel qui veulent... Après, je me suis beaucoup engagé, je me suis fait beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave. Pour pondérer un peu, parce que il y a une petite... Tu me connais aussi. Bon, il y a déjà une poche de collaboration qui est ouverte à chaque CIS, et fort heureusement, la collaboration entre les différents ministères s'ouvre largement à ce moment-là, et il faut reconnaître le mérite des différentes administrations qui, lorsqu'on leur a donné un certain nombre d'orientations, nous ont aidés à construire aussi les propositions, et elles n'étaient absolument pas réfractaires. Une fois que, bien sûr, la proposition était validée, elles ont travaillé à en démêler les différents éléments. Après, il y a bien sûr un pilotage par le Premier ministre qui est de fait très regardé par l'Élysée, et d'ailleurs le CSIS a été annoncé par l'Élysée, et donc les premiers temps lorsque c'était la fin de ce gouvernement, finalement, les mesures du CSIS, elles ont été mises en place de façon assez accélérée. Et puis boum, il y a eu les élections,
Et puis, plus personne ne s'est senti complètement saisi du problème. Donc, il faut peut-être relancer la machine. Mais je veux quand même pondérer un peu ce que tu as dit pour ne pas taper complètement sur ces administrations qui chacune ont des objectifs et ont un domaine d'action. Il se trouve que Bercy est plus fort que la santé. Et la recherche, elle n'a pas beaucoup de voix au chapitre non plus. Et puis, elle n'aime pas trop parler à la santé parce que c'est un peu les hautes sphères. La santé, c'est les mains dans le cambouis et puis ça dépense beaucoup. Et tout ça est complètement sous la main de Bercy. Donc, c'est historique, ça a toujours été comme ça. La santé, elle n'a jamais été la grande décideuse. Et donc, même si les administrations veulent faire beaucoup plus, elles ne peuvent pas. Je crois qu'on est parfaitement d'accord, mais toi, tu le dis en la mineur, c'est tout. On avait Laurence qui voulait. Oui, juste une dernière remarque. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Muriel. On a senti un souffle quand même l'année dernière suite au CIS qui s'est transformé dans le PLFSS avec l'accès précoce qui a été réformé. Alors, le diable était dans les détails, mais enfin, il y a eu des choses. L'accès direct est encore discuté. La licence SUS pour les ASMR4, c'est une très bonne chose. Et là, peut-être pour faire le lien avec la table ronde suivante, mais on a quand même cette agence d'innovation en santé qui pourrait être un nouvel axe et un nouvel interlocuteur pour faire avancer et faire le lien entre toutes nos problématiques. André, dans les 6 étages qui lui sont réservés. Hein Aujourd'hui, quand on voit les projets qui sont là, et en fait, ce qui manque, c'est le pilote dans l'avion. C'est le pilote dans l'avion. L'administration a un exemple, il y a un exemple administratif qui marche depuis 48 ans, qui est sur les entreprises en difficulté. Et sur les entreprises en difficulté, il y a un organisme dans lequel il y a à chaque fois un pilote dans l'avion, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait fonctionner, parce que là, il y a des emplois à la clé et qu'on risque de les perdre et qu'on le fait. Là, on vient d'entendre, il y a l'affaire Camailleux, mais on va probablement trouver une solution parce qu'on est capable, il y a un type qui est capable de mettre tout le monde autour de la table. Moi, j'ai fait ce boulot-là de 80 à 86, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que quand on est capable de mettre tout le monde autour de la table, de mettre toutes les administrations autour de la table et de faire tourner, on peut y arriver. Le seul problème dans une affaire de ce type, c'est qu'on a, à la sortie de ce type d'opération, ou quand on a un problème de ce type, l'administration, les ministres ne peuvent pas se charger, ou alors ils s'imaginent qu'ils vont gérer ce genre de truc, tant qu'ils ne trouveront pas un type auquel on donnera, une dame, auquel on donnera la responsabilité de faire avancer le projet et que cette personne aura suffisamment d'autorité sur les différents services administratifs et coordonnés, on n'y arrivera pas. Je rappelle que d'une certaine manière, le CEPS, dans sa forme de départ, c'était pour mettre, Marmont avait dit, je mets tout le monde autour de la table parce que ça suffit, on n'avance pas autrement. Eh ben, en ce qui concerne l'AIS, aujourd'hui, on n'a toujours pas de directrice générale ou de directeur général. Normalement, je crois que c'est cet étage-là qui devrait leur être réservé, donc c'était pas très loin pour venir. Hein. Il suffisait de descendre, mais on a eu un hasard de calendrier, d'ailleurs, avec une dépêche. C'est dans le Canard ou dans la PM? C'était la PM. Voilà.